Ma famille m'a prise pour une idiote pendant que mon mari me trompait avec ma belle-fille. Dans 10 minutes, je vais ouvrir la porte de ce salon et mettre fin à cette mascarade qu'ils appellent une famille. Je suis ici, dans la cuisine, feignant de préparer le café après le déjeuner, mais en réalité, je sers le portable de Robert avec des mains qui tremblent. Je viens de lire ses derniers messages avec Camille, ma belle-fille, l'épouse de mon fils. Les photos qu'il lui a envoyées sont à faire vomir n'importe quelle femme. Et le pire, ils sont tous là, dans le salon, en ce moment même, à rire, à discuter, à célébrer l'anniversaire de Gabriel comme si de rien n'était. Comme si j'étais l'idiote qui ne voit rien. Les pauvres fous. Ils ne savent pas que dans mon sac, il y a une clé USB avec des copies de tout. Messages, photos, relevés bancaires, factures d'hôtel de passe. 7 mois d'enquête silencieuse. Et aujourd'hui, lors de ce déjeuner du dimanche que j'ai préparé, dans Emma Maison, avec Emma Nourriture, je vais faire exploser cette bombe à la figure de tout le monde. Mes mains ne tremblent pas de peur. Elles tremblent de rage pure. Cette rage que l'on ressent quand on découvre qu'on a été berné pendant des mois et des mois, tout en souriant, en cuisinant, en nettoyant et en prétendant que tout allait bien. 7 mois à rassembler chaque preuve, chaque mensonge, chaque trahison. Et cette histoire contient 5 vérités que je vais jeter sur la table aujourd'hui. Chacune pire que la précédente. Chacune plus sordide que l'autre. Mais pour que vous compreniez comment une femme de 52 ans, mariée depuis 28 ans, mère dévouée, épouse fidèle, a pu se retrouver dans cet enfer, je dois revenir 9 mois en arrière. Car cette histoire n'a pas commencé hier. Elle a débuté lentement, avec des signes que j'ai ignorés, des mensonges auxquels j'ai cru, une naïveté qui me fait honte aujourd'hui. Et j'ai été une imbécile de ne rien voir. Il y a 9 mois, ma vie semblait parfaite. Robert, mon mari, 55 ans, était propriétaire d'une grande entreprise de matériaux de construction dans le 15e arrondissement. Nous étions associés, 50-50. Nous l'avions bâti ensemble à partir de rien, brique par brique. Notre fils unique, Gabriel, était marié depuis 4 ans à Camille, une jolie fille, sympathique, qui avait 25 ans à l'époque. Au début, j'adorais avoir Camille comme belle-fille. Vraiment. Je la traitais comme ma propre fille. Je lui donnais des vêtements que je ne portais plus, je lui ai payé une formation d'esthéticienne, je lui prêtais mes bijoux pour les soirées. Nous avons même rénové une chambre d'amis ici, pour qu'ils puissent y passer les week-ends, car leur appartement était petit. Je cuisinais pour eux deux, je lavais leur linge, je m'occupais de tout. Chaque dimanche, il y avait un déjeuner ici. Moi, Robert, Gabriel, Camille, et parfois ma belle-mère Geneviève et ma belle-sœur Adrienne. Ces réunions de famille que l'on voit dans les films, vous voyez, tout le monde ensemble, riant, discutant. Je regardais cette table bien garnie et je pensais « j'ai de la chance, j'ai une famille unie, quelle plaisanterie ». Robert a toujours été affectueux avec moi. 28 ans de mariage. Nous avions une routine, une complicité, une histoire. Bien sûr, ce n'était plus la flamme des débuts, mais c'était solide. Du moins, c'est ce que je croyais. Il travaillait du lundi au samedi au magasin, rentrait à 7 heures du soir, dînait, regardait le journal télévisé, dormait. Prévisible, rassurant. Sauf qu'il y a environ 10 mois, quelque chose a changé. Il a commencé à aller à la salle de sport. Il a acheté de nouveaux vêtements. Il a changé le parfum qu'il portait depuis des années. Il a commencé à poser son portable face contre table. Et toujours, absolument toujours, quand Camille était dans les parages, il devenait différent, plus enjoué, plus bavard. Il riait beaucoup trop fort à ses blagues sans intérêt. Je pensais que c'était dans ma tête. Je pensais que c'était une jalousie stupide, l'insécurité d'une femme de 50 ans voyant son mari devenir plus coquet. Au début, j'en étais même heureuse, pensant qu'il prenait soin de lui pour moi. Quelle idiote, n'est-ce pas? Camille aussi a changé. Elle a commencé à venir plus souvent à la maison. Elle débarquait les mardis et jeudis après-midi, toujours avec une excuse. Je suis passée prendre ce livre de recettes. Je suis venue te rendre le plat à gratin. Je suis venue chercher la robe que tu devais me donner. Et Robert était toujours là aussi. Je déjeune à la maison aujourd'hui. J'ai quitté le magasin plus tôt. J'ai mal à la tête, je suis rentrée me reposer. Une coïncidence, je pensais. Mais au fond, tout au fond de moi, quelque chose me serrait le cœur. Vous savez, quand on sent que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne veut pas y croire. Quand on préfère ignorer les signes parce que la vérité serait trop douloureuse. C'était exactement ça. Au début, tout semblait parfait.
Je croyais avoir une famille soudée, un mariage solide, une belle-fille qui m'aimait. Mais les premiers indices étaient déjà là, sous mon nez, hurlant la vérité. J'ai simplement refusé de les voir. J'ai fait comme si tout allait bien. J'ai souri quand j'aurais dû me méfier. J'ai serré dans mes bras quand j'aurais dû enquêter. Et cet aveuglement a failli tout me coûter. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications maintenant. Chaque semaine, des histoires vraies que vous devez entendre. N'en manquez aucune. Cliquez. Laissez-moi vous raconter précisément comment était ma vie avant que tout ne s'effondre. Car les détails sont importants. Et c'est dans ces détails que vous comprendrez l'ampleur de la trahison. Je me levais tous les jours à 5h30 du matin. Je préparais le café pour Robert, je lui faisais une gamelle quand il avait des réunions à l'extérieur. J'allais au magasin à 8h, je m'occupais de toute la partie financière. Paiement des fournisseurs, factures, impôts. Je rentrais à 6h, je préparais le dîner, je nettoyais, je rangeais. Le week-end, c'était pareil. Grand ménage le samedi, déjeuner de famille le dimanche. Et Camille, je la traitais mieux que beaucoup de mères ne traitent leurs filles. Je lui ai payé 3 formations. Manucure, épilation, stylisme des sourcils, près de 1 500 € au total. Je lui ai donné une garde-robe entière de vêtements qui ne m'allaient plus, mais qui étaient de bonne qualité, de marque. Je lui prêtais mes bijoux quand elle allait à un mariage, une fête, un anniversaire. Ce bracelet en or que ma mère m'a laissé, je le lui ai prêté 5 fois. Les boucles d'oreilles en perles que Robert m'a offertes pour nos 20 ans de mariage, je les lui ai prêtées aussi. J'ai rénové la chambre du fond de ma maison juste pour que Gabriel et Camille puissent y séjourner les week-ends. J'ai dépensé près de 3 000 €. J'ai acheté un lit neuf, une armoire, j'ai installé la climatisation. Tout pour leur confort. Pour que ma belle-fille se sente chez elle. Quel imbécile j'ai été. Robert complimentait toujours beaucoup Camille. Au début, je trouvais ça mignon. « Tu as trouvé une belle-fille magnifique pour notre fils, n'est-ce pas, Martine ?» disait-il. Ou encore « Camille est si sympathique, si polie. » J'en étais même fière, comme si je l'avais choisie personnellement. Mais avec le temps, les compliments sont devenus excessifs. Il remarquait tout. Sa nouvelle coiffure, son vernis à ongles, sa robe, des choses qu'il ne remarquait plus jamais chez moi. Et pire, Camille adorait ça. Elle fondait complètement, rejetait ses cheveux en arrière, souriait de cette façon qu'aucune femme n'a de sourire à son beau-père. Je le voyais, mais je ne voulais pas y croire. Un jour, Camille a posté une photo sur Instagram avec mon bracelet en or. Ce n'était pas un selfie normal, c'était une photo de sa main seule, avec le bracelet bien en évidence, et la légende « Cadeau spécial de quelqu'un de spécial ». J'ai vu ça et mon estomac s'est noué. Quel cadeau! Je le lui avais prêté, pas donné. Et qui était ce quelqu'un de spécial? J'ai pensé à lui demander, mais j'ai laissé tomber. Je ne voulais pas paraître mesquine. Autre signe que j'ai ignoré, Robert a commencé à partir de la maison plus tôt. Avant, il partait à 7h30. Depuis quelques mois, il partait à 7h. Il disait qu'il allait ouvrir le magasin en avance pour organiser le stock. Mais le magasin a toujours ouvert à 8h30. Pourquoi arriver 1h30 plus tôt? Et les mardis et jeudis, toujours les mardis et jeudis. Ces jours-là, il déjeunait à la maison. Il disait qu'il était fatigué, qu'il voulait se reposer. Et devinez qui se pointait ici ces mêmes jours, toujours entre 14 et 16h? Camille, avec les excuses les plus bidons du monde. Je suis venu chercher ce moule à gâteau que tu devais me donner. Je suis venu te rendre la boîte en plastique. Je suis venu pour la recette de ce gâteau. Je travaillais au magasin à ces heures-là. Il restait ici, seul, dans ma maison, pendant des mois. Tout a vraiment commencé à s'éclaircir il y a 7 mois. C'était un mercredi matin. Robert venait de partir au travail. Je suis allé faire le lit et j'ai vu son jean jeté sur la chaise. J'allais l'emporter à la buanderie quand j'ai senti un papier dans la poche. C'était un mot plié en 4. Mon cœur s'est emballé avant même de l'ouvrir. Vous savez, quand on sait déjà qu'on va voir quelque chose qu'on ne veut pas voir, je l'ai ouvert lentement. L'écriture était ronde, délicate, une écriture de femme, et il disait « Merci pour hier. Tu me fais me sentir spéciale. Tu me fais me sentir à nouveau vivante. J'ai hâte d'être à mardi. Je t'aime. C'est Camille. » Je l'ai lu 5 fois. Je me suis assise au bord du lit, le papier tremblant dans ma main. Mes jambes sont devenues faibles. Ma poitrine s'est serrée. J'ai eu des vertiges, la nausée. Je l'ai relu,
cherchant un autre sens, n'importe quel autre sens. Mais il n'y en avait pas. Merci pour hier. Hier, c'était mardi. Mardi. Le jour où il déjeunait toujours à la maison. Le jour où elle passait toujours par ici. Tu me fais me sentir spécial. Je t'aime. Ce n'était pas un secret. Ce n'était pas un code. C'était clair, limpide, écœurant. Mon mari avait une liaison avec ma belle-fille. Dans ma maison, dans mon lit peut-être. Pendant que je travaillais pour payer les factures, pour faire tourner le magasin, pour mettre à manger sur la table. J'ai pensé à les affronter sur le champ, à prendre mon téléphone et à appeler Robert en hurlant, à appeler Gabriel et tout lui raconter, à aller chez Camille et lui jeter ce mot à la figure. Mais j'ai pris une grande inspiration. J'ai rangé le mot. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. J'ai cessé de douter de moi-même. J'ai cessé de penser que c'était dans ma tête, une jalousie stupide, une insécurité. J'ai cessé de faire semblant que tout allait bien. À cet instant, j'ai décidé que j'allais découvrir la vérité, toute la vérité. Chaque détail, chaque mensonge, chaque rendez-vous. J'allais enquêter en silence, sans qu'ils s'en aperçoivent. Et quand j'aurais toutes les preuves, quand il n'y aurait plus l'ombre d'un doute, je les anéantirais tous les deux. Parce que ce que j'ai découvert dans ce mot n'était que la partie émergée de l'iceberg. La trahison était bien plus grande que je ne pouvais l'imaginer, et bien plus sale que quiconque méritait de subir. À partir de ce jour, je suis devenue une autre personne. De l'extérieur, j'étais toujours la même Martine. Je me levais à la même heure, je faisais le café, j'allais au magasin, je rentrais, je cuisinais, je nettoyais, je souriais quand il me parlait, je répondais aux questions, je faisais tout exactement pareil. Mais à l'intérieur, j'étais une enquêtrice. J'ai acheté un petit carnet, de ceux qu'on met dans la poche, et j'ai commencé à tout noter. Chaque sortie de Robert, chaque fois que Camille se présentait ici, les heures, les jours, les excuses qu'il donnait. Cela semblait fou, mais je devais être sûre que ce n'était pas une coïncidence. Et ce n'en était pas une. Mardi, 14h15, Robert est rentré à la maison en disant qu'il avait mal à la tête. 14h40. Camille a sonné à la porte en disant qu'elle venait chercher un moule à gâteau. J'étais au magasin. Mon voisin, Monsieur Antoine, m'a raconté plus tard qu'il les avait vus discuter sur le balcon. Ils discutaient de très près, a-t-il dit. Jeudi, 14h. Robert m'a envoyé un message pour dire qu'il déjeunerait à la maison parce que le magasin était calme. 14h30. Camille est apparue ici pour prendre un livre de recettes. Encore une fois, je travaillais. Encore une fois, ils sont restés seuls. Le schéma était clair. Tous les mardis et jeudis, toujours entre 14 et 16 heures. Toujours quand j'étais au magasin. J'ai commencé à prêter attention à des choses qui m'échappaient auparavant. La façon dont ils se regardaient pendant les déjeuners du dimanche. La façon dont Camille riait des blagues nulles de Robert. Comment ils s'asseyaient toujours à côté d'elle à table. Comment leurs doigts se frôlaient lorsqu'ils prenaient le sel en même temps. Et le pire, comment Gabriel ne voyait rien. Mon pauvre fils trouvait tout normal. Il était heureux quand nous nous réunissions. Heureux parce que la famille était unie. Pendant ce temps, sa femme et son propre père se moquèrent de lui. 3 semaines après avoir trouvé le mot, j'ai pris une décision. Je devais regarder dans le portable de Robert. Mais il était prudent. Il le laissait toujours face contre table. Il l'emportait toujours dans la salle de bain quand il prenait sa douche. Il le mettait toujours en silencieux la nuit, jusqu'à un vendredi où il a bu plus que de raison. Il est rentré d'un barbecue chez son frère, ivre, parlant fort, titubant. Il a pris une douche et s'est effondré sur le lit avant 23 heures. J'ai attendu 21 minutes. Quand j'ai vu qu'il ronflait bruyamment, j'ai pris son portable sur la table de chevet. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait se réveiller rien qu'en l'entendant. J'ai essayé le code. C'était l'anniversaire de Gabriel. Faux. J'ai essayé notre date de mariage. Faux encore. J'ai pensé, ce sera l'anniversaire de Camille. Et c'était ça. La date d'anniversaire de sa belle-fille était le code de son portable. Rien que ça, c'était un coup de poignard. Mais je n'avais encore rien vu. J'ai ouvert WhatsApp. J'ai cherché son contact. Il n'était pas enregistré sous Camille. Il était enregistré sous ses fournisseurs, pour brouiller les pistes, pour que, si je prenais son portable un jour, je ne me méfie pas. J'ai ouvert la conversation. Et là, sur l'écran allumé de son portable, avec lui dormant à côté de moi, ronflant après 28 ans de mariage, j'ai vu l'enfer. Des messages.
Des dizaines de messages, tous les jours. Bonjour mon amour, tu me manques. Hier c'était parfait, j'ai hâte de te revoir. Des photos de lui torse nu, des photos d'elle en lingerie, des messages vocaux de lui disant qu'il me trouvait ennuyeuse, vieille, fade, que Camille était jeune, amusante, sexy. J'ai tout lu, chaque mot, chaque message. J'ai fait défiler la conversation jusqu'à 3 mois en arrière. Il y avait des centaines de messages. Quotidien. Tout le temps. Pendant qu'il était à côté de moi sur le canapé à regarder la télévision, il lui envoyait des messages. Pendant que nous dînions ensemble, il lui envoyait des messages. Il y avait un message qui disait « J'ai tellement hâte qu'on n'ait plus besoin de se cacher. Encore quelques mois et on se débarrassera d'eux. » Se débarrasser d'eux. Eux, moi et Gabriel. Les 2 idiots qui gênaient leur romance. Ma vue s'est brouillée. Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir. Mais je ne devais pas faire de bruit. Je ne devais pas le réveiller. Pas encore. J'ai continué à regarder. Et puis j'ai trouvé pire. Beaucoup pire. Des relevés. Des captures d'écran de relevés bancaires. Robert avait un compte dont j'ignorais l'existence. Et sur ce compte, au cours des 4 derniers mois, il avait effectué des virements. Des virements à Camille. 1 000 € par-ci, 2 000 par-là, 700. En tout, plus de 10 000 €, de l'argent que nous gagnions. Ensemble au magasin, il le lui donnait. Et ce n'est pas tout. Des reçus de paiement d'un hôtel. 12 fois. 12 fois en 3 mois. Toujours le même hôtel, sur l'autoroute A6. Toujours les mardis et jeudis après-midi. Toujours les jours où il disait « déjeuner à la maison » et où elle se pointait ici pour prendre quelque chose. Ils ne restèrent pas chez moi. Ils allaient à l'hôtel, se moquèrent de moi, me prenaient pour une idiote. Ils prenaient de mon argent et allaient à l'hôtel pour coucher ensemble pendant que je travaillais comme une forcenée pour faire tourner le magasin. Je voulais hurler. Je voulais le réveiller à coups de gifle. Je voulais appeler Gabriel à cette heure-là, 3 heures du matin, et tout lui raconter. Mais j'ai pris une grande inspiration. J'ai tout photographié. Chaque message, chaque reçu, chaque relevé. J'ai tout sauvegardé sur mon téléphone. J'ai effacé l'historique de mon passage. J'ai reposé son portable sur la table de chevet. Et je me suis allongée à côté de lui, dégoûtée, enragée, avec une douleur dans la poitrine que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée à fixer le plafond en pensant à quel point j'avais été aveugle, à quel point j'avais été utilisée, à comment ils se moquaient tous les 2 de moi pendant que je payais les factures, que je faisais la cuisine, que je donnais des vêtements, que je donnais de l'argent. Le lendemain, je me suis levée, j'ai fait le café, je le lui ai servi comme d'habitude. Il m'a embrassée sur la joue et m'a dit « Bonjour mon amour ». Il est parti au travail en sifflotant et j'ai compris. La trahison n'était pas seulement physique, ce n'était pas seulement du sexe. C'était un plan, une relation complète, avec de l'argent en jeu, avec des promesses, avec un avenir. Il voulait se débarrasser de moi et de Gabriel. Et apparemment, ils avaient déjà fixé une date. La trahison était bien plus grande, bien plus planifiée, bien plus sale que je ne l'avais imaginé. Et je ne savais même pas encore la moitié de ce qui m'attendait. Les jours suivants, j'ai continué à feindre la normalité. Mais j'ai commencé à enquêter au-delà de Robert et Camille. Car une question me taraudait. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant ? La réponse est venue plus vite que je ne l'escomptais. Une semaine plus tard, j'étais au magasin en train de classer des factures quand le téléphone a sonné. C'était Geneviève, ma belle-mère. Elle m'appelait rarement, alors j'ai trouvé ça étrange. J'ai répondu « Bonjour Martine, comment vas-tu ? Écoute, Camille m'a demandé de te prévenir qu'elle ne pourra pas passer chez toi demain. Elle a pris un rendez-vous et elle a oublié. Demain, c'était mardi. Ah d'accord, pas de problème, ai-je dit, dissimulant. Elle devait venir pourquoi déjà ? Silence à l'autre bout du fil. Geneviève a bégayé. Ah, elle devait venir chercher ce truc que tu devais lui donner, non ? Un mensonge éhonté. Je n'avais rien convenu avec Camille, et Geneviève inventait clairement une excuse pour la maîtresse de son fils. Pour ma belle-fille. D'accord, Geneviève. Merci de m'avoir prévenue. J'ai raccroché, la main tremblante. Ma belle-mère savait. Et elle aidait. Elle les couvrait, inventait des excuses, me mentait. J'ai décidé de les tester. Le dimanche suivant, au déjeuner de famille, j'ai lancé une phrase innocente. « Dites donc, c'est une sacrée coïncidence, non ?
Tous les mardis et jeudis, Robert déjeune à la maison et comme par hasard, Camille passe aussi. On dirait que c'est organisé. J'ai ri, comme si c'était une blague. Robert s'est étranglé avec son Perrier. Camille a pâli. Et Geneviève? Elle s'est empressée de dire « Oh mais non, c'est une coïncidence, Martine. Ces choses-là arrivent. » Adrienne, la belle-sœur, sœur de Robert, a acquiescé bien trop vite. C'est vrai, c'est une coïncidence. C'est normal. Elles étaient nerveuses. Elle les protégeait, les couvrait. Là, j'ai su. Il n'y avait pas que Robert et Camille. Sa famille était au courant et se moquait de moi. 2 jours plus tard, un mercredi, j'ai fait semblant de partir en voyage. J'ai dit à Robert que j'allais rendre visite à ma sœur à Lyon, que je serais absente 3 jours. Il a même fait semblant d'être triste. « Oh, ma chérie, tu vas me manquer à la maison. » Hypocrite. J'ai quitté la maison à 7 heures du matin avec une valise et tout le tralala. Mais je ne suis pas partie en voyage. Je suis allée chez mon amie Lucille, je lui ai demandé de me laisser rester chez elle pour la journée. Et en fin d'après-midi, je suis revenue dans mon quartier. Je me suis garée 3 maisons avant la mienne. Et j'ai attendu. À 17h30, j'ai vu arriver Geneviève, seule. Elle a sonné. Robert a ouvert. Elle est entrée. 15 minutes plus tard, Camille est arrivée, en VTC. Elle est entrée en courant. Il pensait que j'étais à Lyon. Il pensait pouvoir faire la fête dans ma maison. Je suis restée là, dans la voiture, pendant 2 heures. À 19h30, Geneviève est sortie, seule. À 20h, Camille est sortie, seule aussi, de nouveau en VTC. Le lendemain, j'ai réussi à accéder au portable d'Adrienne. Elle l'avait laissé sur la table pendant un déjeuner chez Geneviève. Je suis entrée dans son WhatsApp et j'ai trouvé un groupe appelé « Famille Dubois ». Il y avait Geneviève, Adrienne, Robert et Camille. Je n'étais pas dans le groupe. Gabriel n'était pas dans le groupe. Seulement eux 4. J'ai lu les messages. Et chacun était pire que le précédent. Adrienne, ton frère est vraiment amoureux de sa belle-fille, non? Pauvre Martine, elle ne se doute de rien. Geneviève, je trouve qu'ils vont mieux ensemble que lui et Martine. Elle est si fade. Robert, merci de nous avoir couverts hier, maman. Camille, je vous adore. Vous êtes ma vraie famille. J'ai eu envie de vomir. Toute la famille de mon mari était impliquée. Sa mère, sa sœur. Ils les couvraient, les aidaient, me mentaient, se moquèrent de moi, me traitaient de fade, de pauvre Martine. Pendant que je travaillais, que je m'occupais de la maison, que je les recevais, que je préparais le déjeuner tous les dimanches, ils me prenaient pour une marionnette. Et ils adoraient ça. Et ce n'est pas tout. J'ai découvert que la meilleure amie de Camille, Tatiana, était également au courant. Dans un message vocal que Camille lui a envoyé, elle disait « Tati, je suis vraiment amoureuse. Robert est tout ce que Gabriel n'a jamais été. Mature, expérimenté, généreux, et sa famille me soutient. Contrairement à la famille de Gabriel, qui est ennuyeuse. La famille de Gabriel, c'est-à-dire moi. J'étais l'ennuyeuse, celle qui dérangeait, celle qui devait dégager. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que je n'arrivais plus à respirer. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une conspiration. Il y avait des gens qui les aidaient, des gens que j'accueillais chez moi, que je traitais bien, que je considérais comme ma famille. J'ai pensé à abandonner, à simplement prendre ma part du magasin, à divorcer, à partir et à les laisser être heureux ensemble. J'ai pensé, pourquoi se battre? Tout le monde est contre moi, de toute façon. Je me suis sentie seule, petite, vieille, jetable. J'ai eu une crise de larmes qui a duré plus d'1 heure. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé où j'avais fait une erreur. Ce que j'avais fait de si mal pour mériter ça. À un moment, j'ai même envisagé de disparaître, de tout laisser derrière moi et de recommencer ailleurs, loin, là où personne ne me connaîtrait, là où personne ne se moquerait de moi. Mais ensuite, j'ai pensé à Gabriel, à mon fils qui était lui aussi trahi, qui était lui aussi pris pour un idiot et qui ne savait rien. Et j'ai pensé à moi, à 28 ans de mariage, à tout ce que j'ai construit, à tout ce que j'ai payé, à tout ce que j'ai donné. Et la tristesse s'est transformée en rage. Non, je n'allais pas abandonner. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Je n'allais pas être la pauvre petite chose qui s'éclipse discrètement pendant qu'ils gardent tout, riant, heureux, vivant à mes dépens. Je me suis relevée, je me suis lavé le visage,
Je me suis regardée à nouveau dans le miroir et j'ai pensé, ils vont payer. Tous. Jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait que Robert et Camille. Tout au plus la belle-mère et la belle-sœur qui les couvraient. Mais le lendemain matin, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'ai reçu un appel. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, le cœur battant. À l'autre bout du fil, une voix de femme, tremblante, effrayée. « Allô? C'est bien Martine? Je dois vous dire quelque chose. C'est à propos de votre mari et de votre belle-fille. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et leur plan est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Je sais que vous êtes captivé par cette histoire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous et je réponds à chacun avec affection. Mon cœur s'est emballé. J'ai serré le téléphone. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mon numéro? La femme a pris une profonde inspiration. Je m'appelle Patricia. Je travaille au service de l'état civil de la mairie. Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre mari. Et Camille aussi. Ils sont venus la semaine dernière. La mairie. Mon estomac s'est glacé. Pour faire quoi? Silence. Puis, pour déposer un dossier de Pacs, ils ont entamé la procédure pour officialiser leur vie commune depuis plus d'1 an. Le monde a tourné. Je me suis assise au bord du lit. Ça n'a aucun sens. Elle est mariée à mon fils. Et il est marié avec moi. Je sais. C'est pour ça que je vous ai appelé. Parce que les documents qu'ils ont présentés sont faux. Ils ont falsifié des justificatifs de domicile, des factures, tout. Comme s'ils vivaient ensemble depuis plus d'1 an. Et ce n'est pas tout. Elle s'est arrêtée. J'avais du mal à respirer. Parlez. Il y a aussi un compromis de vente pour un bien immobilier. Une maison, aux 2 noms. Et la jeune femme, Camille. Elle avait une analyse dans son sac. C'est tombé par terre quand elle l'a ouvert pour prendre ses papiers. Je l'ai vu. C'était un test de grossesse. Positif. Ma vue s'est obscurcie. Les murs de la chambre ont tourbillonné. Un test de grossesse. Camille, enceinte. Vous en êtes sûr? Absolument. Je l'ai vu. 8 semaines de grossesse. 8 semaines. 2 mois. Cette salope était enceinte de mon mari depuis 2 mois. Et je ne le savais pas. Gabriel ne le savait pas. Personne ne le savait. Sauf eux et la maudite famille de Robert qui couvrait tout. Pourquoi me racontez-vous cela? La voix de Patricia s'est étranglée. Parce que j'ai été trompée moi aussi. Je sais à quel point ça fait mal. Et quand j'ai vu ces faux documents, toute cette mascarade, je me suis dit, cette femme doit savoir. Avant qu'il ne soit trop tard, je l'ai remerciée. J'ai raccroché. Et je suis restée là, assise, tenant le téléphone, essayant de digérer l'information. Enceinte. Camille était enceinte de son beau-père, du père de son propre mari. Elle portait un enfant qui allait détruire 2 familles d'un seul coup. Un enfant qu'ils allaient utiliser comme excuse pour s'afficher, pour demander le divorce, pour être ensemble. Et ils avaient acheté une maison. Pas un appartement. Une maison. Pour y vivre ensemble. Pour fonder une famille. Pendant que je payais les factures de la maison que nous avions déjà. Pendant que Gabriel travaillait comme un fou en croyant avoir un mariage. J'avais besoin de plus d'informations. J'ai rappelé Patricia. Je lui ai demandé l'adresse de la mairie. Je lui ai demandé des copies des documents qu'ils avaient à nous présenter. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen de tout m'envoyer par email. Et elle l'a fait. 2 heures plus tard, j'avais tout sur mon portable. J'ai ouvert les fichiers et chacun était un coup de poignard. Premièrement, un compromis de vente pour une maison de 3 chambres dans le quartier d'Auteuil. Valeur 420 000 €. Acheteurs, Robert Dubois et Camille Dubois. Comme s'ils étaient mariés. Comme s'ils formaient un couple légitime. Deuxièmement, des relevés bancaires. Robert avait ouvert un compte joint avec elle. Un compte joint. Et sur ce compte, au cours des 6 derniers mois, il avait déposé 70 000 €. 70 000 de notre argent. De l'argent du magasin que j'ai aidé à construire. Troisièmement, des captures d'écran de conversation entre eux. Et quand je les ai lues, j'ai eu envie de mourir. Robert. Plus que 4 mois, mon amour. En avril, je demande la séparation. Je dirai que notre mariage est fini, que nous ne sommes ensemble que par convenance. Je lui proposerai un arrangement. Je prends 60% du magasin, elle en prend 40. Elle ne se battra pas. Martine est une bonne poire, elle acceptera n'importe quoi. Camille. Et je demande le divorce à Gabriel la même semaine. Je dirai qu'on ne s'aime plus, que c'était une erreur de jeunesse. Lui aussi est une bonne poire, il acceptera. Robert. Exactement.
Ensuite, on s'affiche publiquement. On emménage dans la nouvelle maison. Et notre enfant naît sans scandale, sans problème. Camille, ce sera parfait. J'ai tellement hâte de me réveiller à tes côtés tous les jours, sans avoir à me cacher. Robert, je t'aime. Vraiment. Plus que je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. J'ai lu ça 3 fois. Chaque mot était un poison. Plus que je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. 28 ans de mariage. Un fils, un magasin construit ensemble, une vie entière. Et je ne valais rien. Pour lui, j'étais juste la bonne poire qui accepterait n'importe quelle miette. L'idiote qui ne se battrait pas. La pauvre chose qui se contenterait de 40% de ce qui était aussi à moi. Ils avaient tout planifié, chaque détail, chaque étape. La chronologie. La liaison a commencé il y a 10 mois. Il y a 7 mois, ils ont ouvert le compte joint. Il y a 5 mois, ils ont acheté la maison. Il y a 2 mois, elle est tombée enceinte. Et dans 4 mois, en avril, ils allèrent demander le divorce, simultanément, pour que ça n'ait pas l'air combiné, pour que personne ne se doute de rien. Mais tout le monde savait déjà. Geneviève, Adrienne, la meilleure amie de Camille. Tout le monde sauf moi et Gabriel. Les 2 dindons de la farce, les 2 bonnes poires qui allaient tout accepter sans broncher. Leur objectif était clair. Se débarrasser de moi et de Gabriel. Garder la plus grande partie du patrimoine. Vivre ensemble dans leur nouvelle maison. Élever leur enfant. Être heureux pendant que je resterais seul, humilié, avec des miettes. Et le pire, ils allaient le faire en se faisant passer pour des victimes. Le mariage s'est essoufflé. On ne s'aime plus. Il vaut mieux que chacun suive son chemin, comme si c'était naturel. Comme s'ils n'avaient pas tout manigancé dans mon dos pendant près d'1 an. Je me suis assise sur le sol du salon. J'ai regardé autour de moi, cette maison que je nettoyais, ces meubles dont je prenais soin, cette vie que j'avais construite. Et j'ai pensé, ils vont tout me prendre. Et en plus, ils vont se moquer de moi. J'ai pleuré de rage, j'ai pleuré d'humiliation, j'ai pleuré de haine. Mais alors, au milieu des larmes, quelque chose en moi s'est brisé, pas de tristesse, de fureur. Je me suis relevée, je me suis essuyé le visage, j'ai regardé mon portable avec toutes ses preuves. C'est à ce moment-là que la femme qu'il connaissait a cessé d'exister. La gentille Martine, la Martine qui acceptait tout, la Martine qui ne se battait pas. Elle est morte là, et une autre est née. Ce jour-là, j'ai décidé, j'allais les anéantir. Tous les 2. Geneviève, Adrienne, chaque personne qui s'était moquée de moi. J'allais tout leur prendre. J'allais détruire chacun de leurs plans. J'allais leur faire payer chaque mensonge, chaque trahison, chaque humiliation. Mais je n'allais pas les affronter tout de suite. Non, ce serait précipité. Ils avaient planifié pendant 10 mois. J'allais planifier aussi. Mais au lieu de les confronter immédiatement et de leur laisser le temps de se défendre, d'inventer des excuses, de laisser leur famille m'attaquer, j'allais faire quelque chose auquel ils ne s'attendraient jamais. J'allais jouer à leur jeu. Sauf que j'allais jouer beaucoup mieux, plus intelligemment, plus salement. Et quand ils réaliseraient ce qui se passait, il serait bien trop tard. Cet après-midi-là, je me suis assise sur le canapé et j'ai cherché sur Google « meilleur avocat en divorce à Paris ». Plusieurs noms sont apparus. J'en ai choisi un. Maître Alain Marchand, spécialiste des divorces contentieux et des partages de biens. Les avis disaient qu'il était implacable. Parfait. J'ai appelé. J'ai pris rendez-vous pour 2 jours plus tard. J'ai tout apporté. La clé USB avec les photos du portable de Robert, les captures d'écran des conversations, les relevés bancaires, les factures d'hôtel, le compromis de vente de la maison qu'ils avaient achetée, les documents de la mairie, la copie du test de grossesse que Patricia m'avait envoyé. Tout. Maître Marchand a examiné chaque document. Il est resté silencieux pendant environ 5 minutes. Puis il a levé les yeux et a dit « Madame Dubois, vous avez de l'or entre les mains. Avec ça, on le détruit, légalement. » Je lui ai expliqué toute la situation, la liaison de près d'1 an, le compte joint avec la belle-fille, les 70 000 € détournés, la grossesse, la famille complice, tout. Il a pris des notes et a dit « Écoutez, ne le confrontez pas tout de suite. Il vous en faut plus. Il vous faut des vidéos, des enregistrements audio, des témoins. Plus vous aurez de preuves, mieux ce sera. Et surtout, ne leur montrez pas que vous savez. Continuez à agir normalement. Pendant combien de temps ? Au moins encore 1 mois. Pendant ce temps, nous monterons le dossier, nous préparerons tout. Et quand vous le confronterez, ce sera pour l'achever.
judiciairement. Je suis parti de là avec un plan. Maître Marchand m'a recommandé un détective privé. Marcel Fournier, ancien policier, discret, efficace. Je l'ai engagé le lendemain. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai donné les adresses du magasin, de l'hôtel qu'ils fréquentaient, de la maison qu'ils avaient achetée. Je lui ai donné les heures de leur rendez-vous, les mardis et jeudis après-midi. Marcel a dit qu'il les suivrait pendant 3 semaines. Photos, vidéos, rapports détaillés. Tout documenté. Pendant ce temps, j'ai pris d'autres dispositions. J'ai installé une application espionne sur le portable de Robert, du genre qui suit la localisation, enregistre les appels, sauvegarde les messages. C'était facile. Une nuit, pendant qu'il dormait, j'ai pris son portable, j'ai installé l'application, j'ai caché l'icône. Il ne s'en apercevrait jamais. J'ai acheté 3 micro-caméras sur Internet. Minuscules, de la taille d'un bouton. J'en ai installé une dans le salon, cachée derrière un cadre photo. Une autre dans la chambre d'amis, la chambre que Jaï rénovait pour eux. Et la 3e dans la voiture de Robert, sous le siège. J'ai aussi acheté 2 enregistreurs vocaux. J'en ai laissé un caché dans sa voiture, sous le tapis de sol. J'ai mis l'autre dans le tiroir de sa table de chevet, au milieu de ses chaussettes. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, à mon nom seul. Et j'ai commencé à virer de l'argent. Pas tout d'un coup, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais petit à petit. 2 000 € par-ci, 5 000 par-là. En 2 semaines, j'ai viré 20 000 € sur le nouveau compte. Je suis allé voir le comptable du magasin, Jean-Pierre, qui était un ami de longue date. Je lui ai tout raconté. Il était sous le choc. Il a dit qu'il m'aiderait. Je lui ai demandé de rassembler tous les documents du magasin. Contrat, bilan, preuve de l'investissement de chacun depuis le début. Je devais prouver que j'avais mis autant d'argent que Robert. Que le magasin était aussi à moi. Jean-Pierre a fait plus que ça. Il a examiné les registres financiers des derniers mois et a découvert quelque chose que même moi j'ignorais. Robert n'avait pas détourné seulement 70 000 €. Il en avait détourné 80 à 10 000. Il y avait de fausses factures, de l'argent qui sortait du magasin sans justification. Tout allait sur le compte joint qu'il avait avec Camille. C'était du vol, de l'abus de biens sociaux, un crime. Pendant que tout cela se passait, je menais une double vie à laquelle je ne croyais pas moi-même. De l'extérieur, j'étais la Martine de toujours. Je me levais à 5h30, je faisais le café, je préparais la gamelle de Robert. J'allais au magasin, je travaillais, je rentrais. Je préparais le dîner. Je faisais la vaisselle. Je regardais la télévision avec lui sur le canapé. Je couchais même avec lui, quand il le voulait. Je feignais les gémissements. Je feignais le plaisir. Tout pour ne pas éveiller les soupçons. À l'intérieur, j'étais une espionne. Chaque conversation que j'avais avec lui était calculée. Chaque question que je posais avait un but. J'orientais les conversations pour le faire parler de ses projets, d'argent, du magasin. Et j'enregistrais tout. Un soir, je lui ai demandé, en feignant l'innocence, « Chérie, et si on vendait le magasin et qu'on prenait notre retraite? On a l'âge pour ça maintenant, non ?» Il a ri. « Ah, je ne sais pas. Je pense que c'est encore un peu tôt. Et puis, qu'est-ce que tu ferais de tes journées à la maison ?» Il ne voulait pas vendre le magasin. Parce que le magasin était la source de revenus pour financer sa nouvelle vie avec Camille. Une autre fois, j'ai laissé un relevé bancaire oublié sur la table, juste pour tester. Il l'a vu. Il est devenu nerveux. Il a pris le papier et l'a rangé rapidement. Il pensait que je n'avais pas remarqué. Mais je l'ai vu, et je l'ai noté. Le dimanche, au déjeuner de famille, je jouais le rôle principal. Je souriais à Camille. Je complimentais sa nouvelle coupe de cheveux. Je lui demandais comment allait son mariage avec Gabriel. Elle répondait avec ce petit sourire faux. « Oh, tout va bien, Martine. On s'aime très fort. » Menteuse. Je servais Robert. Je lui demandais si c'était bon. Il disait que c'était délicieux. Il me faisait des éloges devant tout le monde. Personne ne cuisine comme Martine, n'est-ce pas? Hypocrite. Geneviève et Adrienne étaient là aussi, faisant semblant de m'aimer, faisant semblant que nous étions une famille unie, tout en cachant la grossesse de Camille, tout en couvrant leur rendez-vous, tout en se moquant de moi dans mon dos. Il y a eu un moment de tension où j'ai failli être découverte. J'étais sur mon portable dans le salon quand Robert est entré brusquement. Je regardais les photos que le détective Marcel m'avait envoyées. Robert et Camille entrant à l'hôtel. J'ai à peine eu le temps de fermer. J'ai verrouillé l'écran rapidement et j'ai fait semblant de regarder une recette. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Une recette de gâteau. Je pensais en faire un demain. »
Il m'a cru. Mais mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Après ça, j'ai été plus prudente. 3 semaines ont passé. Le détective Marcel m'a remis un dossier complet. 60 pages. Des photos d'eux entrant à l'hôtel 15 fois. Des vidéos d'eux sortant de la maison qu'ils avaient achetée, mesurant des meubles, planifiant. Des enregistrements audio de conversations qu'il avait captées de loin. Tout daté, tout documenté. J'ai commencé à monter le dossier avec Maître Marchand, divorce pour faute, demandant 70% du patrimoine, demandant la restitution des 90 000 € détournés, demandant son éviction de la société, et aussi une plainte au pénal pour abus de biens sociaux, contre lui, et contre Camille, pour recel, ayant reçu de l'argent qu'elle savait détourner. Tout était prêt. Il ne manquait que quelques détails finaux. C'est alors que j'ai organisé le déjeuner. Le déjeuner de famille. J'ai envoyé un message dans le groupe. « Bonjour à tous, dimanche prochain, déjeuner à la maison. Je veux célébrer notre belle famille unie. » Ils ont tous accepté. Enthousiastes, sans savoir que c'était un piège. 3 jours avant le déjeuner, je finissais de relire les documents avec Maître Marchand quand mon portable a sonné. C'était Gabriel, mon fils, et il pleurait. « Maman, maman, je dois te dire quelque chose. Je n'en peux plus de garder ça pour moi. C'est à propos de Camille et de papa. » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Je sais tout, maman. Je suis au courant de leur liaison. Je le sais depuis 3 mois. Et je ne te l'ai pas dit parce que je ne savais pas comment. Ce que j'ai entendu lors de cet appel était la dernière pièce manquante du puzzle. Et aussi la plus douloureuse, parce que j'ai découvert que même mon propre fils s'était moqué de moi, en essayant de me protéger. « Mon fils, qu'est-ce que tu racontes ?» Gabriel sanglotait à l'autre bout du fil. « Maman, je l'ai découvert il y a 3 mois. J'ai trouvé des messages sur l'ordinateur portable. Camille l'avait laissé ouvert. C'étaient des messages entre elle et papa. J'ai tout lu. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise par terre. Et tu ne me l'as pas dit ? Je l'ai confrontée, maman. J'ai crié, je l'ai traitée de tous les noms. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? Qu'elle est amoureuse, qu'elle aime papa, qu'elle ne m'a jamais vraiment aimée, qu'elle m'a épousée pour la stabilité, la maison, l'argent, que je suis ennuyeux, prévisible, sans intérêt, et que papa est tout ce qu'elle a toujours voulu. Chaque mot était un couteau dans mon cœur, pas pour moi, pour mon fils, pour le garçon que j'ai élevé, qui travaillait honnêtement, qui aimait sincèrement cette vipère. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Gabriel ? Silence. Puis, d'une voix brisée, parce que grand-mère Geneviève et tante Adrienne m'en ont dissuadé. Elles ont dit qu'il valait mieux ne pas te le dire, que ça te détruirait, que ce serait pire, qu'il valait mieux laisser tomber et attendre que ça passe. Elles ont dit que c'était passager, que papa se lasserait vite d'elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elles t'ont convaincu de me le cacher ? Pardon, maman. J'ai été faible. Je souffrais tellement que je les ai crues. Je pensais te protéger. Mais ce n'était pas le cas. Je me moquais de toi aussi. Et je ne mérite pas ton pardon. J'ai pris une grande inspiration. Je n'allais pas me disputer avec lui maintenant. Il était aussi une victime. Gabriel, y a-t-il autre chose que tu saches et que tu ne m'aies pas dit ? Un autre silence. Plus long. Puis il a parlé et mon monde s'est définitivement effondré. Maman, Camille est enceinte. J'ai fermé les yeux. Je le savais déjà. Mais l'entendre de la bouche de mon fils, c'était différent. De combien de temps ? 8 semaines. Elle me l'a dit la semaine dernière. Elle a dit que c'est de papa et qu'elle va garder le bébé. Qu'ils vont se mettre ensemble. Sa voix s'est à nouveau brisée. Maman, elle va avoir un enfant de mon père. Mon frère. Ce sera mon frère et mon beau-fils en même temps. C'est quelle sorte de famille de malades ? Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge s'est nouée. Gabriel a continué. Et ce n'est pas tout. Ils ont acheté une maison, à Auteuil. Ils vont vivre ensemble. Et papa va te demander le divorce en avril. Tout est déjà planifié. Camille me demandera le divorce à la même époque. Ils diront que c'est une usure naturelle dans les 2 mariages, pour que ça n'ait pas l'air lié. Tu savais tout ça et tu es resté silencieux tout ce temps ? Je ne savais pas quoi faire, maman. J'étais anéantie. Je le suis toujours. Je l'aime, même si elle est ce qu'elle est. Je vois un psychologue 3 fois par semaine. Je prends des somnifères. Et grand-mère Geneviève m'appelle tous les jours pour me dire que je dois l'accepter,
que papa mérite d'être heureux, que ces choses arrivent. J'ai ressenti de la haine. De la haine pour Geneviève, pour Adrienne, pour Robert, pour Camille, pour tous ceux qui ont détruit mon fils. Gabriel, écoute-moi bien. Je sais déjà tout, absolument tout. J'enquête depuis 2 mois. J'ai des preuves, des photos, des vidéos, des documents, des relevés bancaires. Et dimanche, au déjeuner, je vais les achever. Je vais tous les détruire. Ton père, Camille, ta grand-mère, ta tante, tous. Il est resté silencieux. Puis il a demandé « Comment l'as-tu découvert ?» Je lui ai raconté brièvement. Le mot, les messages, les relevés, le détective, le dossier, tout. Et puis, je lui ai posé la question la plus importante de ma vie. « Mon fils, es-tu avec moi ou contre moi ?» Sa réponse a mis 5 secondes à venir. 5 secondes qui ont semblé durer 5 heures. Jusqu'à ce qu'il dise, d'une voix ferme pour la première fois, « Je suis avec toi, maman. Jusqu'au bout. Je veux les voir payer. Surtout elle. » Quelque chose s'est allumé en moi. Je n'étais plus seule. Alors voici ce qu'on va faire. Dimanche, tu viens déjeuner. Tu agis normalement. Laisse-moi faire. Je vais les anéantir devant tout le monde. Et tu seras de mon côté, pas du sien. Compris ? Compris. J'ai raccroché. Et c'est là que je l'ai ressenti. Une rage si immense que je ne savais pas qu'elle existait en moi. Maintenant, j'avais la chronologie complète. Il y a 10 mois, la liaison a commencé. Il y a 7 mois, ils ont ouvert un compte joint. Il y a 5 mois, ils ont acheté la maison. Il y a 3 mois, Gabriel l'a découvert et la famille l'a convaincu de ne pas me le dire. Il y a 2 mois, Camille est tombée enceinte. Dans 3 semaines, en avril, ils allaient demander le divorce. Le plan était parfait, chronométré, ordurier. Ils allaient détruire 2 mariages. Nous laisser, Gabriel et moi, dans une misère émotionnelle. Et en plus, passer pour des victimes. Le mariage ne fonctionnait plus. C'était une usure naturelle. Nous sommes tombés amoureux sans le vouloir. Mensonge. Tout n'était que mensonge. C'était de la manipulation, de la trahison, du vol, un crime. Et quand j'ai su que mon propre fils avait été convaincu par la famille de Robert de me cacher la vérité, qu'ils avaient utilisé sa souffrance pour me berner plus longtemps, j'ai hurlé. J'ai hurlé, seul dans le salon. Un cri de rage, de haine, de douleur. Quand cette femme était enceinte de mon mari, portant un enfant qui appellerait mon fils à la fois père et frère, créant une abomination familiale, je l'ai su. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai pris mon portable. J'ai rappelé Gabriel. Il a répondu à la première sonnerie. « Maman ?» Et j'ai dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais entendu dire, avec une froideur que je ne me connaissais pas. « Mon fils, ta mère va les anéantir. Tous les 2. Tous. Et tu vas m'aider. Parce que s'ils pensent avoir une fin heureuse, ils se trompent lourdement. Je vais tout leur prendre. La maison, l'argent, la dignité. Et ce bébé, il naîtra dans une famille détruite. Parce que je n'aurai aucune pitié. Je ne pardonnerai pas. Je vais les écraser. » Gabriel a pris une grande inspiration. Et il a répondu « Je suis avec toi, maman. Dis-moi ce que je dois faire. » Et j'ai su. La guerre avait commencé. Et j'allais la gagner. Le lendemain, Gabriel et moi nous sommes retrouvés dans un café loin de la maison. Loin du magasin. Loin de tout endroit où un membre de la famille aurait pu nous voir. Il avait des cernes profonds. Il avait maigri. Il semblait avoir 10 ans de plus. La première chose que j'ai faite a été de serrer mon fils dans mes bras. Et il a pleuré sur mon épaule comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. « Pardon, maman. Pardon de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es aussi une victime. Mais maintenant, nous allons riposter, ensemble. » Je lui ai expliqué le plan complet. L'avocat, le détective, les preuves, le déjeuner du dimanche comme une embuscade. Il a tout écouté en silence. Et quand j'ai eu fini, il a dit « Je veux aider. Dis-moi ce que je dois faire. Tu vas te comporter normalement avec elle jusqu'à dimanche. Fais comme si tu ne savais rien de plus. Si elle te pose une question, tu restes évasif. Et dimanche, tu arrives avec elle pour le déjeuner. Mais quand je donnerai le signal, tu te rangeras de mon côté. Pas du sien. D'accord ? D'accord. Mais il y avait un problème. Un gros problème que je devais résoudre rapidement. Gabriel, sais-tu s'il prévoit de faire quelque chose avant avril ? Un mouvement financier ? Un virement important ? Il a réfléchi.
Camille a mentionné que papa allait te demander de signer des papiers cette semaine. Quelque chose à propos du magasin. Elle a dit qu'il était important que tu signes vite. Mon sang s'est glacé. Des papiers sur le magasin? Oui, elle n'a pas donné de détails, mais elle a dit que si tu signais, ça faciliterait tout. J'ai quitté ce café et j'ai immédiatement appelé Jean-Pierre, le comptable. Jean-Pierre, est-ce que Robert a parlé de changer les statuts de la société? En effet, Martine. La semaine dernière, il m'a demandé de préparer un acte de modification des statuts. J'ai posé des questions, mais il a dit que c'était juste pour réorganiser les choses. J'ai trouvé ça suspect et je ne l'ai pas encore finalisé. Quel genre de modification? Silence. Puis, il voulait te retirer la majorité, se mettre à 60% et toi à 40%. Et en plus, il voulait inclure une clause stipulant qu'en cas de divorce, tu n'aurais pas droit à plus de ces 40%. Je le savais. Il allait me faire signer ma propre condamnation. Il allait me priver du contrôle du magasin avant de demander le divorce, pour me laisser sans pouvoir de réaction. Jean-Pierre, ne finalise pas ce document et fais-moi une copie de ce qu'il a demandé. Je dois la montrer à mon avocat. Compte sur moi. 2 jours plus tard, le jeudi soir, Robert est rentré à la maison avec un dossier. Ma chérie, j'ai besoin que tu signes ces papiers pour le magasin. C'est une réorganisation de la société, un truc technique. Le comptable a dit qu'il en a besoin pour vendredi. J'avais envie de lui jeter le dossier à la figure. Mais j'ai pris une grande inspiration. Laisse-moi lire ça tranquillement. Je signerai demain. Il est devenu nerveux. Mais il suffit de signer. Pas besoin de tout lire. C'est trop technique. Tu ne comprendras pas de toute façon. J'ai souri. Ce sourire faux que j'avais perfectionné ces dernières semaines. D'accord, mais j'aime bien lire avant de signer. Demain, je signe. Promis. Il a insisté encore 2 fois, mais j'ai gardé mon calme. J'ai dit que je signerais le lendemain. Le vendredi matin, j'ai pris le dossier et je l'ai apporté directement à Maître Marchand. Il a lu les documents. Et il a pâli. Martine, si vous aviez signé ça, vous perdiez le contrôle du magasin. Et de plus, il y a une clause ici qui stipule que vous renoncez à tout droit sur les bénéfices des 6 derniers mois. Vous auriez perdu les 90 000 € qu'il a détournés. Tout aurait été légalisé. Il est aux abois. Oui. Et ça prouve qu'il sait que le temps presse, qu'il doit sécuriser ses arrières avant que vous ne découvriez tout. Je n'ai pas signé. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à Robert que le document contenait des erreurs, que le comptable devait le refaire. Il était irrité. Mais il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, j'ai finalisé les derniers détails de l'opération. Maître Marchand a préparé 2 assignations. Une en divorce pour faute à signifier à Robert le dimanche. Une autre, une plainte pour abus de biens sociaux et recel, à signifier à Camille. J'ai engagé un huissier de justice pour qu'il soit prêt à intervenir. Il arriverait chez moi à 15 h le dimanche. Avec les documents. Gabriel, sur les conseils de son avocat, a également préparé sa demande en divorce pour Camille. Pour adultère prouvé. J'ai viré 20 000 € de plus sur mon compte personnel. Au total, j'avais déjà 40 000 € de côté. De l'argent que Robert ne pourrait pas toucher. J'ai bloqué les cartes de crédit de la société qui étaient à son nom. J'ai mis un nouveau mot de passe sur le compte du magasin. J'ai tout verrouillé. Et le vendredi soir, je suis allé au supermarché et j'ai tout acheté pour le déjeuner du dimanche. Un gigot, des pommes de terre, des haricots, de la salade, un dessert, les plats préférés de tout le monde. Parce que ce serait le dernier repas de cette fausse famille. Robert a remarqué que j'étais de bonne humeur. Il a trouvé ça étrange. Tu vas bien? Très bien. Juste excité par le déjeuner de dimanche. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis comme ça, non? La famille unie? Il a souri. Ce sourire cynique, c'est vrai. La famille, c'est tout. Je lui ai rendu son sourire. Mais intérieurement, je pensais, profites-en, parce que dimanche, c'est votre fin. Le samedi, je me suis levé tôt. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai dressé la table. J'ai mis une belle nappe, des serviettes en tissu, des verres en cristal. Tout était parfait. J'ai testé les caméras cachées. Elles fonctionnaient. Elles enregistraient tout. J'ai testé les enregistreurs. Parfait. J'ai chargé la tablette que j'allais utiliser pour projeter les photos sur la télé. J'ai vérifié la clé USB avec toutes les preuves. Tout était prêt. Le samedi soir, Robert était sur le canapé à regarder un match de foot. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma tête sur son épaule. Il m'a passé la main dans les cheveux. Tu es câline ce soir. Je suis juste heureuse. Heureuse de notre famille. Il m'a embrassée sur le front. Et j'ai ressenti du dégoût. Un dégoût profond.
Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Dimanche matin, je me suis levée à 6 heures. Robert dormait encore. Je l'ai regardé. 38 ans de vie commune, 28 de mariage, un fils, une vie, et il a tout gâché. Pour une femme de 30 ans, sa cadette, qui était mariée à son propre fils. Je suis allée à la cuisine. J'ai commencé à cuisiner. Et à 11 heures, mon portable a sonné. C'était Maître Marchand. « Martine, je dois vous prévenir. Nous avons découvert un autre détail. Hier soir. » « Quoi ?» Il a pris une grande inspiration. Robert a tenté de virer 30 000 € de plus du compte du magasin. Hier, vendredi soir. Mais comme vous aviez tout bloqué, il n'a pas réussi. Il essaie de tout vider avant dimanche. Mon cœur s'est accéléré. Il sait ? Je ne sais pas. Mais il agit vite, dans l'urgence. Je pense qu'il se doute de quelque chose. J'ai raccroché. À l'approche du déjeuner, tout était devenu plus dangereux, car Robert accélérait ses plans. Et s'il se doutait que je savais, il pourrait fuir. Il pourrait cacher des preuves. Il pourrait faire disparaître l'argent encore accessible. Il n'y avait plus de temps à perdre. Ce devait être aujourd'hui. Ce devait être maintenant. Midi. Le déjeuner était presque prêt. L'odeur du gigot d'agneau emplissait la cuisine. Un gratin dauphinois, des fagots de haricots, une salade. Tout ce que la famille aimait. Robert est apparu dans la cuisine. Besoin d'aide ? Non, tout est sous contrôle. Il s'est approché par derrière et m'a enlacé. Tu es une femme incroyable, tu sais ? J'ai continué à remuer ma sauce. Je sais, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'avais envie de me retourner et de lui fracasser cette cuillère en bois sur le visage. Mais j'ai seulement dit « moi non plus ». Il m'a embrassé dans le cou et il est parti. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis agrippée au bord de l'évier. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Ciel bleu. Belle journée. Le dernier jour de paix pour cette famille pourrie. Le portable a vibré. Message de Maître Marchand. Huissier confirmé. Arrivé à 15 heures. Le détective Marcel sera là aussi, au cas où un témoin supplémentaire serait nécessaire. Bonne chance. J'ai répondu « Merci ». Un autre message. De Gabrielle. « Maman, j'arrive avec elle dans une demi-heure. Je suis nerveux, mais je vais y arriver. » J'ai répondu « Tout va bien se passer, mon fils. Fais-moi confiance. » Puis un autre message, d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. « Martine, c'est Patricia, de la mairie. Je dois vous prévenir. Robert est venu vendredi. Il a essayé d'annuler le dossier de Pax avec Camille. Il a dit que c'était une erreur. Il voulait retirer les documents. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, que c'était déjà enregistré. Il était très nerveux. Je crois qu'il sait que vous avez découvert. Soyez prudente. Mon cœur s'est emballé. Il savait. Ou il se doutait. C'est pour ça qu'il a essayé de virer l'argent vendredi. C'est pour ça qu'il voulait que je signe les papiers en urgence. C'est pour ça qu'il a essayé d'annuler le Pax. J'ai appelé Maître Marchand. Maître, il sait. Il essaie d'effacer les traces. Alors on accélère, aujourd'hui, pendant le déjeuner, sans attendre. Vous avez toutes les preuves ? Je les ai. Alors, allez-y. Achevez-le. J'ai raccroché. J'ai regardé l'horloge, 12h20. Dans 40 minutes, tout le monde arriverait. Et dans 2 heures, tout allait exploser. C'est là que j'ai repensé à la première fois que j'ai vu Robert. J'avais 24 ans. Il en avait 27, dans un bar du quartier latin. Il était drôle, charmant, rêveur. Il voulait monter une affaire. Moi aussi. On s'est mis ensemble. On est sortis ensemble 2 ans. On s'est mariés. On a eu Gabrielle. On a ouvert le magasin ensemble. C'était de belles années. Pas parfaites, mais belles. De complicité, de partenariat. Quand est-ce que tout a dérapé ? Quand a-t-il cessé de me voir comme sa femme pour me voir comme un obstacle ? Ça n'avait plus d'importance. Parce que l'homme que j'avais aimé était mort. Ce qui restait était un étranger. Un menteur, un traître. Et j'allais le traiter comme tel. 12h40, j'ai entendu la grille s'ouvrir. C'était Geneviève, toujours la première à arriver. Je me suis essuyé les mains sur un torchon. J'ai affiché mon faux sourire. J'ai ouvert la porte. « Bonjour Geneviève, je suis contente que tu sois là. » Elle est entrée avec un plat à tarte. J'ai apporté le dessert. « Merci, pose-le sur la table. » Elle est allée au salon, a salué Robert en lui faisant la bise. Ils ont discuté à voix basse. Je n'ai pas pu entendre, mais j'ai vu leurs regards. Complices. Dégoûtant. 12h50. Adrienne est arrivée, avec une bouteille de vin. « Bonjour Martine, je suis venue célébrer la famille. » Célébrer. Quelle blague. 13h,
Gabriel et Camille sont arrivés ensemble. Il était pâle. Elle était radieuse. Son ventre ne s'arrondissait pas encore 8 semaines. Mais ça viendrait bientôt. Et alors, il l'annoncerait. Il se servirait de ce bébé comme excuse pour tout. Camille m'a serré dans ses bras. « Bonjour Martine. Comment vas-tu ? » « Très bien ma chérie. Et toi ? » ?»« Superbement bien. Heureuse. » »« J'imagine. » J'ai servi les boissons. Jus de fruits, soda, bière. Tout le monde dans le salon, discutant, riant. Comme une famille normale. Comme s'ils n'avaient pas poignardé dans le dos la femme qui avait cuisiné ce déjeuner. 13h30. J'ai appelé tout le monde à table. À table, c'est prêt, ils se sont assis, Robert à un bout, moi à l'autre. Gabriel et Camille d'un côté, Geneviève et Adrienne de l'autre. J'ai servi le repas. Tout le monde a complimenté. « C'est délicieux, Martine. Personne ne cuisine comme toi. Quelle chance d'avoir une belle-mère comme toi. Menteur. Tous. 14h. Tout le monde mangeait, discutait, riaclait. Robert a raconté une blague. Tout le monde a ri. Camille a touché sa main sans faire exprès en prenant le sel. Il lui a souri, rapidement. Mais je l'ai vu. Gabriel l'a vu aussi. Il a serré sa fourchette. 14h30. Nous avions fini de manger. J'ai servi le café. Mes chers, avant le dessert, j'aimerais vous dire quelque chose. Tous les regards se sont tournés vers moi. Robert a froncé les sourcils. Dire quoi ? Je me suis levée. Je suis allée vers le buffet, j'ai pris mon sac à main. Je voulais vous remercier pour toutes ces années de vie commune, pour la belle famille que nous avons construite, pour notre union. Geneviève a souri. Amen. Je suis revenue à table. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi. Et je voulais dire que la famille est la chose la plus importante dans la vie. C'est pourquoi nous devons être sincères. Toujours. Il ne peut y avoir de mensonges en famille. N'est-ce pas, Robert ? Il a dégluti. Bien sûr. Et toi, Camille ? Tu es d'accord qu'il ne peut y avoir de mensonges ? Elle a scié rapidement, nerveuse. Je suis d'accord. Alors j'ai ouvert mon sac, lentement, et j'en ai sorti la tablette. Le visage de Robert est devenu blanc. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai souri. Ce sourire que j'avais répété pendant des mois. Ce sourire qui cachait la tempête sur le point de s'abattre. Je vais montrer quelques photos à la famille. De très belles photos. De moments spéciaux que vous avez vécus ensemble et que j'ignorais. Camille s'est figée. Geneviève a regardé Robert. Adrienne a laissé tomber sa tasse. Le café s'est répandu sur la nappe. Personne n'a bougé. J'ai allumé la tablette. Je l'ai connectée à la télé du salon. L'écran s'est éclairé. « Qu'est-ce que tu fais, Martine ?» La voix de Robert était tremblante. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Je montre la vérité. » J'ai ouvert le dossier de photos. La première image est apparue sur l'immense écran de la télé. C'était une photo de Robert, torse nu, dans un lit d'hôtel, envoyé par WhatsApp. Date 15 août. Heure 14h37. Destinataire C. Fournisseur. Geneviève a porté la main à sa bouche. Mon Dieu! Je suis passée à la photo suivante. Robert et Camille entrant dans un hôtel de passe, main dans la main, regardant des deux côtés avant d'entrer, comme des voleurs, comme des criminels. Adrienne a essayé de parler. « Martine, attends, laisse-moi !»« Tais-toi !» Ma voix est sortie, glaciale. Elle s'est tue. Troisième photo. Robert embrassant Camille dans la voiture. Sur le parking du magasin. Notre magasin. Gabriel s'est mise à pleurer. Doucement. Quatrième photo. Les deux sortant de la maison du quartier d'Auteuil. La maison qu'ils ont achetée. Avec mon argent. Cinquième photo. Capture d'écran d'une conversation. Robert. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. Camille. Moi aussi je t'aime. J'ai tellement hâte qu'on n'ait plus besoin de se cacher. Geneviève a essayé de se lever. Ma chérie, ça pourrait être un montage, ces trucs d'internet. Assieds-toi. Je l'ai regardé avec une haine que je ne me connaissais pas. Assieds-toi et tais-toi. Parce que je n'ai pas encore fini. Elle s'est assise, tremblante. J'ai éteint la télé. Le silence dans le salon était assourdissant. Puis, j'ai jeté une enveloppe sur la table, devant Robert. « Ouvre !» Il a regardé l'enveloppe. Il n'a pas bougé. J'ai dit d'ouvrir. Les mains tremblantes, il l'a ouverte. Des photos en sont tombées. Des dizaines de photos imprimées. De deux à l'hôtel. De deux à la maison. S'embrassant. Dans les bras l'un de l'autre. Nus.
J'ai jeté une autre enveloppe devant Camille. Celle-ci est pour toi. Elle l'a ouverte en pleurant. À l'intérieur, des relevés bancaires, montrant les virements que Robert lui avait faits. 23 virements. Total, 55 000 €. Quelqu'un veut expliquer? J'ai regardé autour de la table. Personne n'a parlé. Non? Alors, c'est moi qui explique. Mon mari, depuis 28 ans, couche avec ma belle-fille depuis 10 mois. 10 mois de trahison. Sous mon nez, en utilisant mon argent, en se moquant de moi, en me prenant pour une idiote. Robert a essayé de parler. « Martine, Toi, rien du tout, tu m'as trompée. Avec la femme de ton fils, dans notre maison, dans notre voiture, avec notre argent. » Camille s'est mise à sangloter. « Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. » Je l'ai regardé et j'ai ri. J'ai ri fort. Un rire sans humour, sans joie. « Tu ne voulais pas que je le découvre comme ça? Comment le voulais-tu, Camille? Tu voulais que je le découvre quand vous demanderiez le divorce en avril? Quand vous annonceriez que vous allez vivre ensemble? Quand ton fils avec mon mari naîtrait? » Elle est devenue blanche. « Comment tu... » « Je sais tout. » J'ai pris une autre enveloppe. Je l'ai jetée sur la table. « Test de grossesse. 8 semaines. Félicitations. Vous allez avoir un bébé. Qui sera le frère et le fils de Gabriel en même temps? Quelle belle famille, n'est-ce pas? » Gabriel s'est levé. Il a regardé Camille avec mépris. « Je le sais aussi. » Elle me l'a dit. Et je suis resté silencieux comme un idiot. Mais c'est fini. Tout est fini. Robert s'est également levé. Il a essayé de s'approcher de moi. « Martine, on peut parler, je peux expliquer ?» « Expliquer quoi ?» J'ai hurlé. J'ai hurlé comme je n'avais jamais hurlé. « Tu vas expliquer que tu m'aimes? Que c'était une erreur? Que tu vas changer ?» Il s'est arrêté au milieu du salon. Parce que j'ai d'autres choses à montrer. Beaucoup d'autres. J'ai jeté un autre dossier sur la table. Des documents. Le compromis de vente de la maison que vous avez acheté, 420 000 €, le Pacs que vous avez enregistré à la mairie, le compte joint, les 90 000 € détournés de notre magasin. Jean-Pierre, le comptable, que j'avais appelé plus tôt et qui attendait dans la cuisine, est entré dans le salon. Je confirme tout. 90 000 € détournés. Fausse facture. Abus de biens sociaux. Geneviève a essayé de le défendre. Mon fils n'est pas un voleur. Si, votre fils est un voleur. Il m'a volé. Il a volé l'entreprise. Et vous le saviez. Vous les avez couverts. Vous m'avez menti. Vous vous êtes moqué de moi. Adrienne s'est mise à pleurer. Je voulais juste que mon frère soit heureux. Heureux? À mes dépens? En détruisant son propre fils? Personne n'a répondu. Puis j'ai entendu. La sonnette. 15 heures. Pile à l'heure. J'ai regardé Robert. Droit dans les yeux. On a de la visite. Je suis allée à la porte. J'ai ouvert. Il y avait 3 personnes. Maître Alain Marchand, mon avocat. Marcel, le détective. Et un huissier de justice. Robert s'est mis debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai regardé. Et j'ai ressenti un calme. Une froideur. C'est à fin. Les 3 hommes sont entrés dans le salon. Maître Marchand avec une mallette en cuir. Marcel avec une caméra. L'huissier avec des documents à la main. Robert a reculé. « Martine, qu'as-tu fait? » Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Maître Marchand s'est présenté. « Bonjour, je suis Alain Marchand, l'avocat de Madame Dubois. Je suis ici pour signifier quelques actes. » Il a ouvert sa mallette. Il en a sorti une enveloppe scellée. Il l'a tendue à Robert. « Monsieur Robert Dubois, je vous signifie par la présente une assignation en divorce pour faute, avec une demande de partage des biens à hauteur de 70% en faveur de Madame Dubois en raison de l'adultère prouvé et de l'abus de biens sociaux. » Robert a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Il l'a déchirée. L'a lu, il a pâli. « 70%? Tu es folle? Folle? » J'ai fait un pas vers lui. Fou, c'est de se contenter de 40% de ce qui est à soi, pendant que son mari détourne 90 000 € pour les donner à sa maîtresse. J'ai jeté d'autres papiers sur la table. Le relevé du compte joint que tu as ouvert avec elle. Chaque virement, chaque dépôt, daté, documenté, chaque centime que tu m'as volé. Geneviève s'est levée. Mon fils a travaillé pour cet argent. Et moi aussi, ai-je crié. 30 ans à travailler dans ce magasin? 30 ans! Et il pense qu'il peut me voler pour donner à cette salope? Camille a éclaté en sanglots. Je ne suis pas une salope. Je l'ai regardée avec un tel mépris qu'elle s'est recroquevillée sur sa chaise.
Tu es mariée à mon fils, et tu es enceinte de mon mari, de ton beau-père, du père de ton mari. Si ça, ce n'est pas être une salope, je ne sais pas ce que c'est. Maître Marchand a continué. Il a pris une autre enveloppe, l'a remise à Camille. Madame Camille Dubois, je vous signifie par la présente le dépôt d'une plainte pour recel d'abus de biens sociaux. Vous avez sciemment reçu des fonds illégalement détournés d'une société dont vous n'êtes pas associé. Et vous êtes également cité comme co-auteur dans une fraude documentaire auprès des services de l'état civil. Elle a regardé Robert. Tu avais dit que tout était en ordre, que c'était légal. Je le pensais. Mensonge. J'ai jeté d'autres documents. Vous le saviez, tous les deux. Vous avez falsifié des justificatifs. Vous avez menti à la mairie. Vous avez enregistré un faux pax. C'est un délit. Adrienne a tenté d'intervenir. Allons, parlons calmement. Calmement, je me suis tournée vers elle. Tu oses parler de calme? Toi qui savais tout? Qui les a couverts? Qui m'a menti? J'ai pris mon portable. J'ai affiché la capture d'écran du groupe Famille Dubois. J'ai lu à voix haute. Adrienne, ton frère est vraiment amoureux de sa belle-fille, non? Pauvre Martine, elle ne se doute de rien. Geneviève, je trouve qu'ils vont mieux ensemble, elle est si fade. Je les ai regardées toutes les deux. Vous m'avez traité de fade, de pauvre Martine, pendant que je cuisinais, que je nettoyais, que je vous recevais, que je payais les factures, que je donnais des vêtements, que je donnais de l'argent. Geneviève a tenté de se justifier. Je voulais seulement que mon fils soit heureux. Heureux en volant? Heureux en détruisant son propre fils? Gabriel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé. Il a regardé sa grand-mère, sa tante, son père. Vous m'avez convaincu de ne rien dire à ma mère. Vous avez dit que c'était pour la protéger. Mais ce n'était pas vrai. C'était pour gagner du temps, pour qu'ils détournent plus d'argent, pour qu'ils organisent leur départ. Vous avez utilisé ma souffrance contre ma propre mère. Robert a tenté de s'approcher de son fils. Gabriel, mon fils, ne m'appelle pas ton fils. Gabriel l'a repoussé. Tu n'es pas mon père. Mon père est mort. Ce qui reste est un porc dégoûtant qui couche avec ma femme. Camille s'est levée. Gabriel, je peux expliquer, Expliquer quoi? Il s'est tourné vers elle. Et pour la première fois, j'ai vu une vraie rage dans les yeux de mon fils. Que tu m'as utilisé, que tu m'as épousé par intérêt, que tu ne m'as jamais aimé. Tu me l'as déjà expliqué quand je l'ai découvert. Et malgré tout, je suis restée, en espérant que tu changes, que tu demandes pardon. Il a fait un pas vers elle. Mais tu n'as pas changé. Tu es tombée enceinte de lui. Tu portes un enfant de mon père, de l'homme qui aurait dû me protéger, me respecter. Il a pris son sac qui était sur une chaise, en a sorti une enveloppe. Alors, tiens, il l'a jetée devant elle. Assignation en divorce, pour adultère. Tu n'auras rien, ni la maison, ni la voiture. Rien. Retourne chez tes parents. Enceinte, humiliée, comme tu le mérites. Camille est tombée à genoux, littéralement. Elle s'est effondrée sur le sol en pleurant. « Gabriel, s'il te plaît, je t'aime, Mensonge !» a-t-il crié. Et il a pleuré aussi. « Tu ne m'as jamais aimé, et j'ai été un idiot d'y croire. » Robert a essayé de lui poser la main sur l'épaule. « Mon fils, calme-toi, allons !» Gabriel s'est retourné et l'a repoussé à nouveau. Avec force, Robert a trébuché et est tombé assis sur une chaise. « Ne me touche pas, tu me dégoûtes, tu es le pire être humain que je connaisse. » L'huissier de justice, qui avait tout observé, s'est avancé. « Je vous prie de vous calmer. Je suis ici pour acter la signification des actes judiciaires. Toute agression physique sera consignée. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé Marcel, le détective. « Marcel, montrez les vidéos. » Il a connecté son ordinateur portable à la télé et a commencé à diffuser. Des vidéos de Robert et Camille entrant à l'hôtel. 15 fois, toutes filmées, datées, horodatées. Ils entrent main dans la main, ressortent 1 heure plus tard, riant, s'embrassant. Geneviève s'est couvert le visage de ses mains. Adrienne s'est mise à sangloter. Il a lancé une autre vidéo. Robert et Camille dans la maison du quartier d'Auteuil, mesurant un mur, choisissant une couleur de peinture, planifiant où serait la chambre du bébé, puis un enregistrement audio de la voiture de Robert. Sa voix, plus que quelques mois, mon amour. Je demande le divorce, tu demandes le divorce, et on se met ensemble. Martine ne se rebellera pas. Elle est trop douce, la voix de Camille. Et Gabriel, Robert. Gabriel est une mauviette. Il acceptera et se taira.
Gabriel s'est couvert le visage. Il a pleuré. J'ai regardé Robert. « Douce? Une mauviette? C'est ce que tu pensais de nous ?» Il n'a pas répondu. Il a juste fixé le sol. Alors j'ai pris la dernière enveloppe, la plus lourde. Je l'ai jetée sur la table. Il y a plus, beaucoup plus. Maître Marchand l'a ouverte. Voici les pièces de la plainte pénale. Abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroquerie. Tout est prouvé, tout est documenté. Robert s'est mis debout. Une plainte pénale? Tu vas me faire mettre en prison? Je vais obtenir justice. Il a fait un pas dans ma direction. Martine, pour l'amour de Dieu, on peut arranger ça. Je te rends l'argent, Tu n'as plus d'argent à rendre. J'ai souri. Glacial. Parce que j'ai déjà tout viré. J'ai bloqué les comptes, changé les mots de passe. J'ai pris le contrôle du magasin. Tu n'as plus accès à rien. Son visage est devenu rouge, de rage, de désespoir. Tu ne peux pas faire ça, le magasin est à moi aussi. Il l'était. Maintenant, il est à moi, à 70%. Et les 30% restants seront vendus pour rembourser ce que tu as volé. Jean-Pierre, le comptable, a confirmé. J'ai déjà effectué la modification des statuts, sur la base de l'ancienne procuration que Madame Dubois détenait. Tout est légal. Elle est désormais l'associée majoritaire. Robert a regardé autour de lui, désespéré. Ça ne peut pas être en train d'arriver. C'est en train d'arriver. J'ai fait un autre pas. Tu pensais que j'allais être la petite idiote qui accepterait 40%, que j'allais signer ces papiers que tu as ramenés, que j'allais vous laisser, toi et elle, être heureux à mes dépens. Mais tu t'es trompé. Alors Camille s'est relevée du sol. Elle a regardé Robert, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Tu avais dit que tout était planifié, qu'on allait devenir riche, que j'allais avoir une belle vie. Robert a secoué la tête. Je pensais que... Tu t'es servi de moi, a-t-elle crié. Tu m'as promis une maison, de l'argent, une belle vie. Et maintenant, c'est moi qui vais être poursuivi, c'est moi qui vais aller en prison. Non, il n'y a pas de on. Elle l'a pointé du doigt. C'est toi qui as tout manigancé, c'est toi qui m'as convaincu, c'est toi qui as dit que Martine était une idiote, qu'elle ne découvrirait rien. Il a tenté de s'approcher d'elle. Elle s'est écartée. « Ne me touche pas !» Et là, dans mon salon, les deux ont commencé à se disputer, à se rejeter la faute, à s'attaquer, exactement comme je l'avais prévu. Parce que quand les antagonistes se retournent les uns contre les autres, ils se détruisent eux-mêmes. Maître Marchand m'a regardé. Il m'a fait un discret signe de la tête. Tout était enregistré. Chaque mot, chaque accusation, chaque aveu. Geneviève a essayé de calmer son fils. « Robert, arrête, il s'est tourné vers elle. « C'est de ta faute. C'est toi qui m'as dit de poursuivre mon bonheur, qui m'as dit que je méritais mieux. Je ne t'ai pas dit de voler. Tu savais, tu nous as couverts, tu es complice. » Adrienne s'est levée. « Robert, arrête ça, maman voulait juste. Toi aussi, tu donnais de faux alibis, tu mentais à Martine, vous m'avez toutes encouragées. » Et là, sa famille s'est effondrée, se disputant, s'accusant, se détruisant, pendant que je restais debout, à regarder, à savourer chaque seconde, parce que c'était ma vengeance. Pas seulement prendre l'argent, pas seulement porter plainte, mais les faire se retourner les uns contre les autres, leur faire tout perdre, y compris leur dignité. Maître Marchand s'est approché de moi. Il a murmuré « Il y a une autre personne qui arrive. » Dans 3 minutes, je l'ai regardé. « Qui ?» Vous allez voir, la sonnette a de nouveau retenti. Tout le monde a cessé de crier. Ils ont regardé la porte. Je suis allé ouvrir. C'était une femme, la quarantaine. Blonde, jolie et enceinte, très enceinte, d'environ 7 ou 8 mois. Elle m'a regardé. « Vous êtes Martine ?»« Oui. Je m'appelle Katia. Je dois parler à Robert, maintenant. » Robert est devenu blanc, plus blanc qu'un linge. « Katia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai laissée entrer. J'ai refermé la porte derrière elle. Katia a regardé autour d'elle. Elle a vu Camille. Elle a vu la famille. Elle a vu le chaos. « Alors c'est vrai, tu es aussi avec elle. Aussi. » Le mot a résonné dans le salon. J'ai regardé Robert. « Qui est-elle » Il n'a pas répondu. Katia a répondu pour lui. « Je suis l'autre. L'autre autre. Celle avec qui il est depuis 3 ans. Et qui est enceinte de 6 mois. De lui. » Le monde s'est arrêté. Camille s'est levée. « Quoi ?
Tu pensais que tu étais la seule? Katia a ri, sans humour. Il m'a promis le mariage, il m'a promis qu'il allait quitter sa femme. Ça fait 3 ans que j'attends. Il m'a loué un appartement, il paie mes factures. Et maintenant, je découvre, par le détective que sa femme a engagé, qu'il est aussi avec toi, sa belle-fille. Quel dégoût! Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai regardé Marcel, le détective. Vous étiez au courant? Je l'ai découvert hier soir, en fouillant dans les relevés plus anciens. Il paie le loyer d'un appartement depuis 3 ans. J'y suis allée. Je l'ai trouvé. Je lui ai tout raconté. Et elle a voulu venir. Robert a tenté de sortir. Marcel a bloqué la porte. « Dégage de mon chemin !»« Je ne bouge pas. Tu vas t'expliquer. Maintenant. » Camille s'est approchée de lui. « Tu es avec elle depuis 3 ans? 3 ans? Pendant que tu étais avec moi? Je peux expliquer. »« Explique !» a crié Katia. « Explique pourquoi tu m'as dit que tu m'aimais, que tu allais quitter ta femme, que notre fils aurait un père présent. » Geneviève s'est assise sur le canapé, en état de choc. « Robert, qu'as-tu fait ?» Adrienne se contentait de secouer la tête, en pleurant. Gabriel a regardé son père avec un dégoût absolu. « Tu es un monstre. » Et moi, je suis restée là, immobile, en train d'assimiler. Mon mari ne m'avait pas seulement trompée avec sa belle-fille, il avait une autre maîtresse, depuis 3 ans. Et cette femme était enceinte de 6 mois. 6 mois. Camille était enceinte de 2 mois. Il allait avoir 2 enfants, de 2 maîtresses, en même temps. Alors qu'il était marié avec moi, Maître Marchand s'est approché. « Martine, cela aggrave considérablement sa situation. Bigamie de fait. Et encore plus d'abus de biens sociaux, car son loyer provenait également du magasin. » J'ai regardé Robert. Et pour la première fois, j'ai eu pitié. Pas de lui, mais de la situation pathétique qu'il avait créée. « Tu es pire que ce que j'imaginais. » Il est tombé à genoux, devant tout le monde, en pleurant. « Martine, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. J'ai fait une énorme erreur. Mais je peux réparer, je te le jure. Tu ne peux pas. » Ma voix est sortie, froide, morte. Tu as tout détruit. Ta famille, ton fils, ta dignité. Et tu as aussi détruit ces 2 femmes qui ont cru en toi. J'ai regardé Katia. Il payait ton loyer avec l'argent détourné du magasin. Tu le savais? Elle a secoué la tête. Non. Il disait que c'était son argent, qu'il avait une entreprise, qu'il réussissait bien. Il a menti. Et tu devras rembourser, judiciairement. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas d'argent pour rembourser. Je suis enceinte, sans emploi, Maître Marchand est intervenu. Vous pouvez coopérer avec la justice, témoigner, fournir des preuves. Cela pourrait atténuer votre situation. Elle a acquiescé, en pleurant. Puis j'ai regardé Camille, qui était assise par terre, anéantie. Et toi, qui te croyais si maligne, qui pensais pouvoir voler mon mari et vivre heureuse. Regarde où ça t'a mené. Il s'est servi de toi, comme il s'est servi d'elle, comme il s'est servi de moi pendant 30 ans. Camille ne faisait que pleurer. L'huissier de justice s'est approché de moi. Madame Dubois, je dois finaliser la signification des actes. Toutes les personnes présentes sont témoins. Vous pouvez finaliser. Il a lu à voix haute. Chaque procédure, chaque accusation, chaque demande. Divorce pour faute avec partage à 70%. Plainte pénale pour abus de biens sociaux de 90 000 €. Plainte pour faux et usage de faux. Plainte pour bigamie de fait. Robert risquait de 2 à 5 ans de prison. Quand l'huissier a terminé, j'ai demandé « Et le magasin ?» Jean-Pierre, le comptable, a répondu « Vous en détenez désormais 70%. Vous pouvez racheter les 30% restants ou vendre sa part, mais il n'a plus aucun pouvoir de décision. Je veux racheter. Avec l'argent qu'il me doit. Les 90 000, je les déduis de sa part. Comme ça, il se retrouve sans rien. Je peux m'en occuper ?» Robert a crié « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal !» Maître Marchand a souri. « C'est tout à fait légal. La dette compense la créance. C'est votre droit. » Et c'est ainsi qu'en un dimanche après-midi, j'ai tout pris à l'homme qui avait partagé 30 ans de ma vie. Le magasin? À moi. L'argent? Bloqué et en cours de récupération. La maison? À moi. À lui de partir. La voiture? À moi. Sa dignité? Anéantie. 3 heures plus tard, tout le monde était parti. Robert est parti avec une valise, en gémissant, sans destination, sans argent, sans rien. Camille est retournée chez ses parents. Gabriel a appelé sa belle-mère et lui a tout raconté. Sa famille l'a renié. Katia est partie aussi.
promettant de coopérer avec la justice. Geneviève et Adrienne sont parties sans me regarder, honteuses, sachant qu'elles ne seraient plus jamais les bienvenues ici. Gabriel est resté. Il s'est assis avec moi sur le canapé. La maison était silencieuse, après la tempête. « Maman, merci. » Je l'ai regardée. Pourquoi ? D'avoir été forte, de m'avoir défendue, de ne pas avoir abandonné. J'ai serré mon fils dans mes bras, et nous avons pleuré tous les deux. Mais pas de tristesse, de soulagement. 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Le divorce a été prononcé. J'ai obtenu 70% du patrimoine. Le magasin, à moi, à 100%. J'ai racheté sa part avec l'argent qu'il avait détourné. Une ironie parfaite. Robert, il vivait dans un studio loué, seul. Poursuivi au pénal, son avocat a réussi à obtenir une peine de sursis avec mise à l'épreuve et une lourde amende. Mais il était ruiné, sans argent, sans dignité. Il est devenu la risée de tout le quartier. L'histoire a fuité. Quelqu'un l'a raconté. Ça s'est répandu. C'est devenu un ragot. Tout le monde savait qu'il avait trompé sa femme avec sa belle-fille, E.T., qu'il avait une autre maîtresse enceinte en même temps. Plus personne ne le respectait. Camille, elle est retournée chez ses parents. Sa famille était furieuse. Elle a perdu le bébé à 3 mois de grossesse. Une fausse couche. On dit que c'est le stress. Elle est tombée dans une profonde dépression. Elle ne travaille pas. Elle ne sort pas de chez elle. Fini à 29 ans. Gabriel s'est remis. Il a suivi une thérapie. Il a rencontré une nouvelle jeune femme. Sérieuse, travailleuse, honnête. Il a commencé à reconstruire sa vie. Katia a eu son bébé, un garçon. Robert paie à peine la pension alimentaire. Elle l'a poursuivi en justice. Il paiera pour le reste de sa vie, même s'il n'a plus rien. Geneviève et Adrienne ? J'ai coupé tout contact. Je ne leur ai plus jamais parlé. Gabrielle aussi. Elles se sont retrouvées isolées, seules, payant pour ce qu'elles avaient fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. Je suis célibataire. Je suis riche. Le magasin réalise un chiffre d'affaires 3 fois supérieur à avant. J'ai engagé un nouveau directeur. J'ai tout modernisé. J'ai développé l'activité. Je vis dans ma maison, seule, en paix. Gabriel déjeune avec moi tous les dimanches. On cuisine ensemble, on discute, on rit. Nous avons construit une relation encore plus forte. J'ai commencé une thérapie aussi. Ma psychologue m'a dit « Vous avez vécu un traumatisme, mais vous avez réagi. Vous vous êtes battu et vous avez gagné. » Et j'ai vraiment gagné. Pas parce que je les ai détruits, mais parce que je me suis reconstruite. J'ai appris qu'une femme de 50 ans trompée n'est pas une pauvre victime. Elle n'est pas jetable. Elle n'est pas stupide. Une femme de 50 ans trompée est dangereuse parce que nous avons l'expérience, l'intelligence et une rage accumulée. Nous ne pleurons pas en silence. Nous réagissons avec stratégie, avec des preuves, avec un avocat, et nous détruisons, légalement, financièrement et émotionnellement. La semaine dernière, j'étais au supermarché. J'ai vu Robert dans un rayon. Il portait de vieux vêtements. Il était mal rasé. Il avait des cernes. Il a essayé de me parler. « Martine, bonjour, Je suis passée sans m'arrêter, comme s'il n'existait pas, comme s'il était invisible. Parce qu'un homme qui trompe avec sa propre belle-fille, qui a 2 maîtresses enceintes en même temps, qui vole sa femme, ne mérite même pas mon mépris. Il mérite l'oubli. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme différente, plus forte, plus dure, plus intelligente. J'ai perdu un mari, mais j'ai gagné le respect de moi-même. J'ai perdu une fausse famille, mais j'ai gagné une paix véritable. Et si vous me demandez si ça en valait la peine, je réponds oui. Chaque seconde, chaque larme, chaque preuve recueillie. Parce que la justice ne tombe pas du ciel. La justice, on se la fait, avec intelligence, avec stratégie, et avec le courage de regarder la trahison en face et de dire « pas avec moi, plus jamais ». Et si vous m'écoutez en ce moment et que vous vivez quelque chose de similaire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Documentez tout, chaque message, chaque photo, chaque relevé bancaire, chaque mensonge, chaque sortie étrange, chaque horaire. Notez, photographiez, enregistrez, sauvegardez tout sur une clé USB, dans le cloud, dans un email, à 3 endroits différents. Ne confrontez pas avant d'avoir toutes les preuves, car quand vous le ferez, ce doit être pour détruire, pas pour discuter,
Pas pour donner une seconde chance, pour en finir. Ils pleureront. Ils demanderont pardon. Ils diront que c'était une erreur, une faiblesse, que ça n'arrivera plus jamais. N'y croyez pas. Qui vous trahit une fois, vous trahira toujours. Qui vous vole une fois, volera toujours. Qui vous manque de respect une fois, vous manquera de respect toujours. Vous n'êtes pas folle de vous méfier. Vous n'exagérez pas en enquêtant. Votre instinct a raison. Il a toujours eu raison. Quand vous découvrirez la vérité, n'ayez pas de pitié. Ayez une stratégie. Un avocat spécialisé en divorce contentieux. Un détective privé. Un comptable. Constituez votre armée. Préparez votre attaque. Et ensuite, vous détruisez. Légalement, financièrement, émotionnellement. Parce que vous n'êtes pas né pour être un paillasson. Vous n'êtes pas né pour être prise pour une idiote. Vous n'êtes pas né pour accepter les miettes de ce qui est à vous. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui a besoin de se réveiller, qui a besoin de réagir. Laissez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Comment avez-vous réagi? Votre histoire peut aider d'autres femmes. Abonnez-vous à la chaîne car chaque semaine, je vous présente des histoires vraies de femmes qui ont refusé d'être prises pour des idiotes. Des femmes qui se sont battues, qui ont gagné, qui se sont reconstruites. Activez la cloche car vous ne voudrez pas manquer la prochaine histoire. Elle portera sur une femme qui a découvert que son mari avait une autre famille, complète, depuis 15 ans. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour être un agneau. Vous êtes né pour être une lionne. Et une lionne ne pardonne pas la trahison. Une lionne n'accepte pas le manque de respect. Une lionne dévore. À la prochaine histoire. Et puisse-t-elle être moins douloureuse que la mienne? Mais si elle l'est, puissiez-vous avoir le courage de réagir, comme je l'ai eu.